My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Natacha, je suis avec ma Swiftie préférée. Honorine, c'est moi. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Il y a quelques semaines, on vous avait mis une petite boîte à questions sur notre page Insta. Notre page Insta, c'est 13 en toutes lettres pour un podcast. Si vous ne nous suivez pas déjà, venez nous suivre. On vous demandait ce que vous aimeriez écouter dans nos épisodes, quels seraient vos collabs de rêve ou autre chose. Alors nous, on fourmille d'idées. Ne vous inquiétez pas, on a toujours plein d'idées et plein de choses en tête. On a des projets assez cool qui arrivent pour le reste de l'année. Et puis, il y avait une demande qui est revenue assez souvent qui traitait des références dans la littérature classique et la littérature moderne dans la discographie de Taylor Swift. C'était une thématique qu'on avait un peu déjà effleurée du doigt et puis du coup, on va regarder ça aujourd'hui. Oui, j'ai hâte. C'est vrai que c'était un truc qu'on voulait faire depuis longtemps. Des références littéraires, il y en a beaucoup. Mais du coup, faire un épisode sur lequel on recense toutes les références littéraires mélangées, ce serait 1, très long, 2, probablement très chiant. Donc en fait, on s'est dit que peut-être dans un premier temps, ce serait pas mal de se focaliser soit sur un style, soit sur un auteur précis, et déjà voir si le format vous plaît et vous intéresse. Et ensuite, du coup, le décliner sur d'autres épisodes si ça vous convient. Et pour démarrer, on a réduit le cadre d'un premier épisode de référence aujourd'hui à Shakespeare. C'est aussi quelque chose qui nous avait été suggéré dans les boîtes à questions Instagram. Ça tombe bien parce qu'il y en a vraiment beaucoup des références à Shakespeare. Et donc, on va décortiquer tout ça aujourd'hui. Ça va nous permettre de balayer la discographie de Taylor sous un angle un peu différent de d'habitude, et un angle plutôt littéraire, et aussi de se rendre compte à quel point ces deux auteurs, vivant à des siècles d'intervalle et exerçant leur art de façon très différente, en fait, ils ont beaucoup plus de points en commun qu'on ne le croit. Ouais, vous avez déjà vu sûrement qu'en ligne, aux États-Unis, il y a un jeu très fun qu'on voit des fois sur Instagram ou sur même des quiz en ligne. Sur YouTube, il y en a des tonnes. Ouais, sur YouTube, ouais. Taylor Swift ou William Shakespeare. C'est-à-dire que les gens ont des citations et il faut savoir est-ce que c'est Taylor Swift ou est-ce que c'est William Shakespeare. Moi, je pense que je serais assez forte à ce jeu, je sais pas ce que t'en penses. Parce qu'en fait, oui, comme évidemment. de toute façon, je me dis que par élimination, ce qui n'est pas Taylor Swift serait William Shakespeare, même si je ne connais pas très bien l'œuvre de Shakespeare, je pense que je pourrais être assez forte. Quand tu connais bien l'un, t'as pas besoin de bien connaître l'autre, tu vois. C'est ça qui est marrant. Mais tu te rends compte que souvent, les gens qui jouent à ce jeu sont des gens qui ne connaissent pas très bien ni l'un ni l'autre et qui, du coup, en fait, souvent se font avoir parce que les deux sont à des niveaux de poésie très très hauts. Donc, c'est dire à quel point on met les deux au même niveau. C'est pas rien, c'est pas exagéré. Il y a un vrai level au niveau de Taylor Swift. Parce qu'en effet, dans la catégorie maîtrise de la langue anglaise, franchement, les deux règnent en maître absolu. Ils sont tous les deux, bien sûr, connus pour leur amour pour les jeux de mots. Ça, c'était un truc que Shakespeare adorait faire. Et nous, on pointe souvent du doigt les twists de la langue anglaise dans les chansons de Taylor Swift. Donc, vous savez qu'elle aime ça aussi. Et ils aiment bien justement se réapproprier le sens de certaines expressions et un peu tordre le langage à leur bon vouloir. Et en fait, surtout, ils ont aussi, on se rend compte, beaucoup de thématiques en commun. Des personnages, bien sûr, on va le voir, mais en fait, plein de choses. Peut-être que du coup, certaines de ces références vont vous sembler un peu tirées par les cheveux. D'autres vont vous sembler complètement normales. Shakespeare, il fait partie presque d'un inconscient collectif. Tout le monde le connaît vaguement. Certains connaissent plus ou moins bien l'histoire de Roméo et Juliette sans pour autant les avoir lu le livre. Mais peut-être que vous avez vu le film avec Leonardo DiCaprio. Mais par contre, moi, je pense que Taylor a dû voir ce film Roméo et Juliette parce que c'est un film qui était où on était assez jeune, tu vois, quand il est sorti. Et vraiment, genre Leonardo à cette époque, il est au summum de la fame. Et il était au top, quoi. Tu vois, c'était juste avant Titanic, me semble-t-il. Il me semble qu'il a d'abord sorti ça et après il a fait Titanic. Et genre, c'est obligé que Taylor, elle l'ait vue petite et qu'elle ait dit « Oh, c'est quoi cette histoire incroyable ?» Et en plus, comme ils reprennent les vrais dialogues de Shakespeare, ça a peut-être été un élément déclencheur pour elle. Enfin, en tout cas, c'est une question que je lui poserai si jamais un jour je la croise. Au fait, Taylor, t'avais vu Roméo et Juliette avec Léo quand t'étais petite et ça a influencé comment ton écriture? C'est une question parmi tant d'autres. Voilà, parmi tant d'autres. En effet, je viens de regarder qu'il est sorti en 96 aux États-Unis et en 97 en France.
Ouais, non, mais je te dis, alors c'était pas du tout adapté pour l'âge qu'on avait, mais je suis quasi sûre que Je venais de naître, donc oui, bon, ça suffit. Mais par contre, je suis quasi sûre qu'elle a dû le voir. Alors, elle l'a peut-être pas vu à la sortie, mais dans les quelques années qu'on suivit, parce que je vous dis, Léo, il était tellement en haut avec Titanic, il a enchaîné tellement de trucs après que du coup, tout le monde re-regardait ses films. Enfin voilà, je serais prête à parier presque un peu d'argent là-dessus. J'ai fait une digression. Tout ça pour dire que même si par moment Taylor s'inspire directement de Shakespeare, hein, de façon complètement volontaire, il y a des fois aussi où c'est un peu plus subtil, un peu plus inconscient. Alors, s'il vous plaît, madame. Honorine, est-ce que vous pourriez nous faire un petit cours de littérature sur qu'est-ce qu'on peut connaître de Shakespeare? Ouais, alors je suis loin d'être une experte, hein, mais bon, je me dis qu'il y a 2-3 bases à avoir avant de plonger dans les références. Donc, petit point biographique, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, même si tout le monde sait qui est Shakespeare, on ne le connaît pas vraiment et très peu de gens peuvent se targuer d'être des experts et je suis vraiment loin de l'être. Pour rappel, c'est un dramaturge et poète anglais qui est né en avril 1564 et mort en avril 1616. Il avait donc presque 52 ans. Son œuvre, c'est 39 pièces, 154 sonnets, donc des poèmes, et quelques autres poèmes d'autres genres, parce que les sonnets, c'est vraiment un type de poème particulier. Il a écrit pas mal de comédies, mais en fait, on le connaît surtout pour ses tragédies. Et pas tragédie EO, hein, tragédie Oh, The Tragedy dans So Long London, plutôt. Il est reconnu et il s'est distingué parce qu'il a varié les styles et il s'est pas plié aux usages d'écriture de son époque. Donc ça, déjà, ça nous rappelle quelqu'un. Et puis, bah, bien sûr, il a eu une influence majeure sur le théâtre moderne, mais aussi sur les romanciers et de surcroît la pop culture aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en parle autant. C'était quelqu'un qui était déjà reconnu pour son talent de son vivant, mais qui est vraiment devenu un monument, bien sûr, après sa mort. Alors évidemment, on pourrait en dire plus, mais c'est déjà pas mal. On n'a pas besoin de rentrer dans énormément de détails pour parler de ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, merci Stéphane. Donc, comme tu l'as dit, Shakespeare, il est connu pour ses sonnets. Alors, un sonnet, c'est un type de poème. Jusque-là, vous le saviez. Un sonnet, ça vient surtout du mot italien qui signifie petite chanson. Et comme Taylor Swift l'a déjà dit, elle adore la poésie et écrire de la poésie. Et elle a même déjà dit que d'ailleurs, écrire de la poésie, c'était comme écrire des chansons. Donc là, la boucle est bouclée. D'ailleurs, Shakespeare a écrit et coécrit quelques chansons, même s'il était bien moins connu pour ça. Là où c'est nul, c'est qu'un sonnet, ça fait 14 vers. Alors que si ça en faisait 13, ce serait vachement plus stylé. Ce serait vachement plus Taylor Swift. Bah ouais, mais bon, bah, on va pas réinventer la règle des poèmes, quoi. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les deux cas, que ce soit chez Taylor Swift ou chez Shakespeare, dans les quelques chansons qu'il a écrites, elles peuvent soit vivre seules en tant que single, entre guillemets, même si je pense qu'à l'époque de Shakespeare, on parlait pas de single. Mais en tout cas, elles peuvent s'écouter et se lire seules de façon stand-alone, quoi, anecdotique en elles-mêmes. Et en même temps, elles peuvent faire partie d'un tout. Donc, en l'occurrence, souvent une pièce de théâtre pour Shakespeare, c'était des chansons qui s'inséraient dans les pièces de théâtre. Et puis, bah, au sein d'un album pour Taylor Swift et même au sein de sa vie, parce que bah, beaucoup de ses chansons sont assez autobiographiques. Et tout d'un coup, ça prend une nouvelle dimension. Et ça, les deux auteurs le font. Alors, on ne dit pas forcément que Taylor Swift le fait de manière consciente pour faire comme Shakespeare, mais en tout cas, peut-être de manière inconsciente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va retrouver qu'il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés à la fois par Shakespeare et par Taylor Swift. Un des thèmes le plus flagrant, c'est quand même l'amour. Alors, même si on dit toujours que Taylor Swift écrit des chansons de rupture, c'est faux. Elle écrit pas que des chansons de rupture, elle écrit aussi des chansons d'amour. La rupture fait partie de l'amour, mais en tout cas, elle écrit aussi des chansons sur le début de l'amour. Ce sont donc deux auteurs qui utilisent l'amour comme un moteur narratif. Et souvent, dans les deux cas, où l'amour est aussi bien idéalisé, hein, on pense bien sûr à Roméo et Juliette avec Love Story, mais aussi par un amour tragique, toxique, comme chez Othello dans Shakespeare, ou on repense aussi à la chanson Tolerated chez Taylor Swift. On y reviendra, hein, mais en fait, c'est vrai que la thématique de l'amour, elle est particulièrement présente chez Taylor Swift, chez Shakespeare, et notamment, on peut s'attarder un peu plus sur les 2 premiers albums de Taylor Swift, parce que c'est là qu'il y a vraiment énormément de références à Shakespeare. Et ce qui est intéressant, c'est que Shakespeare, c'est lui qui a rendu populaire le fait que l'amour soit au centre d'une tragédie, avec Roméo et Juliette, justement. Avant ça, en fait, les auteurs estimaient que l'amour n'était pas un sujet suffisamment noble pour être le sujet d'une tragédie. Et c'est Une Shakespeare raison qui a suffisante. Exactement. Et c'est Shakespeare qui a popularisé ça. Donc franchement, merci William pour après toutes les romances qui découlent aujourd'hui. Finalement, c'est grâce à lui. Et donc en fait, évidemment, la toute première référence à Shakespeare dans la discographie de Taylor, alors oui, on pense tout de suite à Love Story, mais en fait, si on reprend sur le premier album, il y en a déjà énormément.
Et c'est une référence à Othello. Dans la chanson A Place in This World, elle parle de Wear my heart on my sleeve. Et c'est une expression idiomatique qui signifie un peu être un livre ouvert, être très transparent sur ses sentiments, etc. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une expression idiomatique ou un idiome inventé par Shakespeare dans Othello. Donc peut-être qu'elle ne le fait pas exprès parce que c'est devenu ensuite une expression assez courante en anglais, mais c'est Shakespeare qui l'a inventé. Oui, c'est comme nous, en français, on pourrait utiliser des phrases comme je pense, donc je suis, qui sont en fait des expressions qui découlent de la même manière des grandes lumières de notre siècle. Exactement. Alors, dans ce premier album, on a d'autres références à Shakespeare. On l'avait évoqué dans notre épisode sur les pistes 5, qui était l'épisode 5. Dans Cold as You, le simple fait de comparer quelqu'un qui est froid est directement tiré du sonnet numéro 18 de Shakespeare. Ouais. Et dans la chanson Tied Together with a Smile, elle évoque un peu une femme qui se sous-estime, qui ne voit pas sa propre beauté et qui se fait souffrir en se jetant à l'eau. Et ça, en fait, ça nous rappelle Ophélie dans Hamlet. Alors bien sûr, ça nous rappelle du coup The Fate of Ophelia, mais ça, on va pas redétailler là-dessus, puisque si vous voulez une étude approfondie, on vous renvoie du coup à notre épisode numéro 28. Mais finalement, on avait déjà une petite référence à Ophélie dans le tout premier album. Ensuite, quand on passe à Fearless, on est vraiment dans cette ère de l'amour idéalisé, des contes de fées. Et c'est un thème qui est très présent chez les deux auteurs. Alors, il n'y avait pas de era Fearless chez Shakespeare, mais restez avec nous, vous allez voir qu'on va à tel point qu'on pourrait dire que Taylor Swift, elle écrit des versions modernes de ce que Shakespeare pouvait écrire à son époque. Par exemple, elle a décidé de donner une fin heureuse à Roméo et Juliette dans Love Story, on l'a déjà dit ça. Ouais, et si on s'attarde un peu sur cette chanson, justement, qui est clairement l'archétype de la référence à Shakespeare dans la discographie de Taylor Swift, on a la scène du balcon, qui est dans la pièce Acte 2, scène 2, et où elle dit dans la chanson « On a balcony in summer air », dès le début de la chanson, donc on plante tout de suite le décor. Et puis, les personnages sont clairement assumés. Elle dit « Stay away from Juliet » et « Romeo save me ». La référence est parfaitement assumée. On retrouve aussi des références à Roméo et Juliette dans la chanson « Hey Stephen » que tu adores, avec le Tossing Rocks at Your Window. On retrouve un peu cette idée de la scène du balcon, de l'amoureux qui lance des petits cailloux à la fenêtre pour attirer l'attention de la princesse. C'est un peu ce qu'on voit dans les contes de fées dans Réponse, et on voit aussi beaucoup ça dans les séries télé américaines, globalement, quand il y a des amoureux devenu un truc de la culture populaire, finalement. Exactement. Et on retrouvera aussi cette référence toujours sur l'album Fearless, mais dans The Other Side of the Door. D'ailleurs, on retrouve ensuite des chansons comme You Belong With Me ou The Way I Loved You, toujours sur Fearless, et où on a un peu ce trope de l'amour qui se déchire, qui se retrouve, qui a du drama, où les deux protagonistes sont un peu, en fait, inexorablement attirés l'un par l'autre, mais il y a des obstacles, etc. Et ça, c'est, je sais pas, c'est du Shakespeare tout craché, ça, en fait. Enfin, ouais, c'est vrai. Juste en version moderne. Si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez aller lire la pièce Much Ado About Nothing, qui est clairement un des premiers enemies to lovers, mais les lecteurs de romance se reconnaîtront dans ce trope. Donc franchement, c'est de lui qui est partie la base de tout, quoi. Ouais, j'ai réécouté Fearless récemment. Je l'ai écouté en voiture parce que c'est souvent là où j'écoute vraiment les albums sans faire des skips. Et franchement, je pense que je l'ai mal classé. Peut-être que je revois mon classement, mais on le refera peut-être. On fera peut-être un épisode où on refera nos classements en ajoutant The Life of a Showgirl. Il faut qu'on le refasse, oui. Ouais, mais du coup, voilà, ça m'a donné une nouvelle vision, et c'est vrai que je me dis peut-être qu'il était un peu dur avec Fearless, mais en fait, c'est qu'il y a des très très gros bangers au début, ça s'enchaîne hyper bien, et puis après, ça tombe un petit peu, je trouve, ça baisse un peu en qualité. Mais bon, ça c'est peut-être juste mon avis. C'était pas le sujet, mais voilà, il est là. C'est pas grave, on le prend quand même. Pour revenir au sujet, vous l'avez compris, de façon générale, ils écrivent tous les deux au sujet d'amour qui doivent surmonter des obstacles. Midnight Summer Night's Dream ou As You Like It chez Shakespeare versus des chansons comme I Know Places ou Ours chez Taylor Swift, qui sont vraiment des amours qui se confrontent, qui doivent aller combattre les événements dans la difficulté. Enfin voilà, c'est typiquement ce qu'on retrouve chez Taylor Swift. Alors évidemment, l'amour est abordé dans plein d'autres albums, mais bon, c'est pas vraiment le sujet de l'épisode, mais c'est juste pour dire que, en tout cas, même déjà dans les premiers albums, il y avait ces références à Shakespeare. Plus ça va, moins il y en a, j'ai envie de dire, au niveau des albums, jusqu'à ce qu'on revienne peut-être à des albums plus récents et plus poétisés. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire par là. Même si, évidemment, il faut noter le fameux All's Well That Ends Well dans Lover, puisque c'est le titre d'une pièce de Shakespeare. Et d'ailleurs, encore une fois, en français, nous aussi, c'est une expression qu'on utilise, tout est bien qui finit bien. C'est devenu un truc du langage courant, c'est Shakespeare. Et ouais, en fait, on saurait pas expliquer d'où ça vient, mais on le dit tout le temps, mais on saurait peut-être même pas le dire d'où ça vient.
Alors, ce qu'on note quand même, et on le disait en début d'épisode, c'est que l'écriture d'une chanson et l'écriture d'un poème, bah, ils ont beaucoup de points communs. Nous, on connaît forcément plus Shakespeare pour ses pièces de théâtre, mais c'était évidemment d'abord, peut-être avant tout, un poète de renom. Bah oui, on l'a dit, 154 sonnets, quand même pas rien. 154 fois 14 vers. Je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Et du coup, j'ai quand même envie de faire une petite mention spéciale pour la chanson Red, dans l'album Red. Jusque-là, vous avez suivi. Où Taylor Swift associe des couleurs aux phases d'attachement à une personne, finalement, aux phases d'une relation. Et ça, c'est très shakespearien, puisque c'est totalement le sujet du sonnet numéro 73, dans lequel il associe des couleurs à des sentiments. Par contre, il s'est pas fait chier sur les titres. Sonnet numéro 18, sonnet numéro 73, il s'est pas dit je vais faire un truc un peu marketé, j'y vais quoi. Non, c'est 1, 2, Je pense 3. que le marketing au XVIe siècle, c'était pas vraiment la tendance. C'est pas faux. Alors, au-delà des cours de marketing, un autre thème qu'on retrouve en commun dans leurs arts, c'est bien sûr le thème de la magie. Alors, je dis bien sûr, mais vous allez me dire, ça y est, elle a trop bu. Non, pas d'accord. Il y a aussi une utilisation de la magie du côté magique de l'amour, de certains symbolismes. Par exemple, dans Out of the Woods, Taylor, elle utilise le symbolisme de Shakespeare sur le caractère des bois comme étant un lieu chaotique où rien ne se passe comme prévu. Et puis chez les deux auteurs, le côté aussi un peu flippant, surnaturel de la magie qui est assez bien présent. Chez Shakespeare, on peut penser aux sorcières dans Macbeth ou aux malédictions dans Richard III. Et bien sûr, chez Taylor Swift, le sujet des sorcières, c'est quand même assez fréquemment traité. Je ne peux pas m'empêcher de faire une petite mention pour I Did Something Bad, Reputation, meilleur album. Vous savez, vous connaissez la chanson. Toujours dans l'aspect surnaturel et magique, l'utilisation des fantômes, hein, c'est vraiment une image qu'on voit beaucoup dans l'écriture de Taylor Swift et c'est un motif qui est très présent chez les deux auteurs. Chez Taylor, on retrouve des phrases comme I pace like a ghost dans The Archer ou You live with ghosts dans Bad Blood ou Ghost from your past dans Ours. Plus récemment, I used to live with ghosts dans Opalite. Aussi, je vous renvoie à cet épisode qu'on avait fait sur le décortiquage de Titi Pidi, où il y avait toute une image autour du fantôme. Voilà. Si vous l'avez pas écouté, bon courage. C'était l'épisode numéro 15. Donc en effet, c'est quelque chose que Shakespeare utilisait énormément, les fantômes, notamment dans Macbeth ou dans Hamlet, où tu as des personnages qui voient des fantômes, qui sont hantés par des fantômes. D'ailleurs, dans Hamlet, quand la mère de Hamlet le voit réagir à la présence du fantôme de son père, elle s'écrie « Hélas, il est fou ». Et clairement, ce cycle de l'anxiété liée au fantôme, tu vois, qui mène à l'insomnie, qui mène à la folie, ça, c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup chez Taylor Swift, notamment, je pense, plus sur Midnight et sur Titi Pidi. Donc ça, c'est vraiment un schéma qu'on retrouve. On a aussi, quand même, faut le noter, dans Othello, une partie chantée. Alors, on le disait, en fait, Shakespeare, il écrivait quelques petites chansons et dont il se servait souvent dans ses pièces de théâtre. Et notamment, dans Othello, on a une partie chantée qui, ça ne s'invente pas, s'appelle The Willow Song. Donc, voilà. Et qui prédit la fin tragique d'un personnage. Mais bon, tout ça pour dire que l'image du saule, elle est aussi présente beaucoup chez Shakespeare. Également, bien sûr, dans Hamlet, puisque, on l'a dit dans notre épisode sur The Fate of Ophelia, c'est là que Ophélie va mourir. Pas facile de rebondir de ça, mais du coup, je vais essayer. Justement, en parlant d'Ophélie, un autre point commun de ces deux auteurs, c'est l'utilisation de personnages forts, que ce soit des personnages inventés ou des personnages historiques. Bien sûr, Shakespeare, lui, il a inventé des personnages, mais il a aussi écrit des pièces inspirées avec des personnages historiques. On repense notamment à Jules César ou bien à Cléopâtre et Antoine. Chez Taylor, même schéma, on a beaucoup de choses qui sont avec des personnages inventés. Alors encore une fois, on met des gros guillemets autour de personnages inventés, mais bon, on retrouve par exemple Betty, James et Inès. Mais on a aussi des chansons qui évoquent des vraies personnes, par exemple Elizabeth Taylor ou Clara Bow. Et d'ailleurs, petite boucle rigolote bouclée, dans la chanson When Emma Falls in Love, donc sur les Vol tracks de Speak Now, Taylor, elle fait une référence à Cléopâtre en disant If Cleopatra grew up in a small town. Et il faut savoir que si on a une image aujourd'hui assez positive de Cléopâtre, tu vois, on la voit un peu Monica Bellucci, quoi. Typiquement, aujourd'hui, l'image qu'on a de Cléopâtre, de cette reine belle, mystérieuse, sexy, puissante, intelligente, enfin bref, comme toutes les femmes finalement. Mais c'est surtout grâce à deux choses. D'une part, grâce à Shakespeare, parce que c'est la façon dont il a dépeint Cléopâtre dans la pièce de théâtre Antoine et Cléopâtre. Et en fait, c'est aussi grâce à Elizabeth Taylor et son interprétation du personnage de Cléopâtre
au cinéma en 63. Mm. Donc je trouve ça assez rigolo qu'on puisse lier le saint triangle Taylor Swift, Shakespeare, Elizabeth Taylor. Voilà, c'était une petite anecdote que je trouvais rigolote. Ouais, et quand on sait maintenant à quel point elle a été influencée par Shakespeare et par Elizabeth Taylor, bah finalement c'est rigolo. Parce que, fun fact, on y va, c'est sur le tournage de Cléopâtre que Elizabeth Taylor a rencontré un certain Richard Burton. Burton to the Taylor. Mais bon, on n'en dit pas plus parce que si jamais un jour on doit analyser Elizabeth Taylor, ben on s'en garde un peu sous le coude, hein. Oui, la chanson, hein, pas la personne. Oui, oui. Le personnage du coup de Cassio dans Othello, il est obsédé par sa réputation et par le fait de conserver sa réputation. Alors si ça vous rappelle pas quelqu'un, là, il faut que vous réécoutiez tous nos épisodes parce qu'il y a un problème. On a quand même un album qui s'appelle comme ça, hein, donc c'est un sujet. Et ça, bien avant que le personnage de Mulan se déguise en homme pour entrer dans l'armée, Shakespeare, il a utilisé aussi cette idée de personnage de la femme qui se grime en homme pour échapper au double sens standard de la société. Comme quoi, ça ne s'invente pas et ça date pas d'hier. Oui, parce qu'en fait, exactement cette histoire de femme qui se déguise en homme, on pense du coup au personnage de Rosalind dans As You Like It, celui de Viola dans Twelfth Night. Et en fait, en gros, elles essayent d'échapper à leurs obligations sociétales en se déguisant en homme. Donc, tout à fait possible que Taylor se soit inspirée de ça pour la chanson The Man. Et pour son clip. Exactement, ouais. Et si vous n'avez pas vu le clip, vraiment, c'est un bijou. Et je sais que des tas de gens n'avaient pas compris que c'était Taylor qui jouait l'homme. Je t'avoue que moi, la première fois que je l'ai vu, à chaque fois, je me suis dit, il est chelou ce type. Il est vraiment bizarre. Il y a un truc et quand chelou. à la fin, dans le générique du clip, tu vois tout le processus de grimage et de maquillage, c'est hyper intéressant. Alors, évidemment, Taylor a repris des personnages de Shakespeare. On a dit Roméo et Juliette. Récemment, avec Ophélia dans Hamlet. Mais on avait déjà eu une référence à Ophélia, puisque, comme tu l'as dit dans la chanson Willow, le personnage d'Ophélie meurt sous un saule. Donc, vous voyez, on reprend finalement plein de choses qui se recroisent les unes entre les autres. Ouais, on a aussi une référence à Roméo et Juliette dans The Albatros sur TTPD. Alors même si beaucoup pourraient dire que The Albatros c'est directement une référence à Charles Baudelaire, il y a aussi une référence à Roméo et Juliette que en gros elle dit A rose by any other name is a scandal, qui est un twist de la citation A rose by any other name would smell as sweet, que nous on connaît en français avec la tirade ce que nous appelons rose sous un autre nom sentirait aussi bon, puisque en gros c'est le moment où elle lui dit renie ton nom et échappe-toi avec moi. En gros. On peut pas affirmer qu'il adviendra de la discographie de Taylor Swift dans les siècles à venir, qu'elle sera aussi reconnue pour la qualité de ses textes dans 100 ans, mais on aimerait bien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que de façon officielle, en tout cas, elle va être reconnue pour la qualité de son écriture avec cette année l'intronisation au Songwriter Hall of Fame en juin prochain. Bah, en tout cas, aujourd'hui, Taylor Swift, elle est étudiée en tant que parolière, en tant que poétesse dans les plus grandes universités américaines. Il y a des cours à Harvard, voilà, au même titre que Shakespeare. Donc après tout, pourquoi pas? Et il y a peut-être même encore d'autres références qu'on a loupées parce que, encore une fois, on n'est pas des expertes de Shakespeare. Donc il y a sûrement encore d'autres choses qu'il faudrait décortiquer. S'il y a des cours à Harvard sur le sujet, c'est bien qu'il y a des choses à dire. Donc peut-être que vous en aurez d'autres et n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis en fait, moi, ce que j'aimerais bien me demander, c'est au-delà de est-ce que Taylor Swift sera encore étudiée dans 400 ans, l'inverse. Et si Shakespeare écrivait aujourd'hui, est-ce qu'il publierait pas un peu des albums conceptuels? Tu vois, j'aimerais bien le voir écrire un truc un peu à la TTPD. Je pense que ce serait pas délirant, quoi. Ouais, je vois bien. Je vois bien ce que tu dis. C'est vrai que c'est rigolo d'essayer de replacer des choses dans le contexte actuel. Oui, c'est parfaitement anachronique, hein, mais... En tout cas, un grand merci pour d'avoir été là pour cet épisode. On espère que vous avez appris plein de choses et que vous aimez la littérature, comme Honorine. Influence directe. Est-ce que tu as réfléchi à ta chanson du moment, mon petit chat? Oui, alors en fait, c'est pas vraiment une chanson d'ailleurs. En ce moment, c'est un artiste que j'écoute pas mal. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment de titre particulier à te donner parce que je lance sa playlist globale sur Spotify et je m'enjaille pas mal. C'est Noah Kahan. Ouais. Il y a un artiste de folk et en ce moment, j'aime bien écouter ça. Je trouve que ça se prête bien au mood dans lequel je suis en ce moment. Donc, très cool. Et toi? Très bien. Et ben, dans le dernier épisode, tu me conseillais d'aller écouter la chanson de Maisie Peter, Say My Name When You Sleep. Bah, je l'écoute tout le temps. Voilà, gros succès, dans la même vibe que Noah Kahan aussi. J'aime beaucoup, de toute façon, j'aime beaucoup la folk de manière générale. Très très chouette. Ce duo avec Marcus Mumford sur une péniche à Amsterdam, bravo. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est du grand art. Des fois, on a envie d'être des petites souris et d'être juste là. Je suis toujours partagée entre comment ils font
pour que ce soit aussi beau, aussi simple. Ça découle comme ça, genre ils sont là, ils chantent juste, ils chantent bien au bon moment. Alors évidemment, hein, je me voile pas la face, je sais que c'est des heures de travail, mais ça rend tellement bien que Bah c'est... ouais, mais au même titre que les danseurs de l'Eras Tour, c'est justement, comme tu dis, des heures de travail pour que ça ait l'air de ne pas demander d'effort. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, ouais. Toujours beaucoup d'affection quand je vois des artistes ou même des sportifs faire des choses comme ça m'émeut beaucoup. Voilà, bah, ce sera tout pour nous aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire et à nous dire s'il y a d'autres auteurs ou d'autres styles littéraires que vous aimeriez qu'on étudie sous le prisme de Taylor Swift. Et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt, salut! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.